Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. Réalisme. Les relations entre les États se déroulent en l'absence d'un gouvernement mondial. Pour les réalistes, cela signifie que le système international est anarchique. Les relations internationales sont mieux comprises si l'on se concentre sur la répartition du pouvoir entre les États. Malgré leur égalité juridique formelle, la répartition inégale du pouvoir signifie que le domaine des relations internationales est une forme de politique du pouvoir. Le pouvoir est difficile à mesurer. Sa répartition entre les États change au fil du temps et il n'existe pas de consensus entre les États sur la manière dont ils devraient être répartis. Les relations internationales sont donc un domaine de nécessité. Les États doivent rechercher le pouvoir pour survivre dans un environnement concurrentiel et de continuité dans le temps. Lorsque les réalistes envisagent le changement dans le système international, ils se concentrent sur les modifications de l'équilibre du pouvoir entre les États et ont tendance à écarter la possibilité d'un changement fondamental dans la dynamique du système lui-même. Les penseurs clés suivants souscrivent tous à ces hypothèses de base dans leurs explorations des questions suivantes. La première, quelles sont les principales sources de stabilité et d'instabilité dans le système international? La deuxième, quel est l'équilibre réel et préféré des pouvoirs entre les États? La troisième, comment les grandes puissances devraient-elles se comporter les unes envers les autres et envers les États plus faibles? Et enfin, quatrième, quelles sont les sources et la dynamique des changements contemporains dans l'équilibre des forces? Malgré certaines hypothèses communes sur la nature des relations internationales, les réalistes ne sont pas tous d'accord pour répondre à ces questions. Et il serait faux de croire que ces hypothèses communes mènent à des conclusions similaires. En fait, il existe de profonds désaccords sur les mérites relatifs de certains équilibres de pouvoir. Entre parenthèses, unipolarité, bipolarité et multipolarité. La relation de cause à effet entre les États et les pressions internationales qu'ils subissent, ainsi que l'importance relative des différents types de pouvoirs dans les relations internationales contemporaines, font également l'objet de nombreux débats. Prochain chapitre. Raymond Aron. Raymond Aron est né en 1905 à Paris, la même année que Jean-Paul Sartre. Tous deux ont fait leur étude à l'École normale supérieure, une école d'élite qui a également produit des auteurs et des hommes politiques tels que Claude Lévi-Strauss, Léon Blum, Georges Pompidou et Michel Foucault. Bien que le nom de Sartre soit généralement beaucoup plus connu, en partie parce que le gaullisme et l'anticommunisme acharné d'Aron ont fait de lui un paria parmi les intellectuels de gauche français des années 1940 aux années 1970. Depuis sa mort en 1983, sa réputation s'est accrue par rapport à celle de son ancien sparring partner. L'œuvre d'Aron est trop complexe et étendue pour se prêter à un résumé clair. Il était à la fois journaliste et sociologue, et l'éventail de ses intérêts intellectuels allait bien au-delà des préoccupations de la plupart des étudiants en relations internationales. Dans le domaine des relations internationales, Aron est surtout connu pour son livre Peace and War, qui a été publié pour la première fois en anglais en 1966. En outre, ce livre, dont l'étendue discursive et la profondeur historique ne rendaient pas la lecture facile pour les étudiants à la recherche d'un passe-partout pour déverrouiller les contingences apparentes des relations interétatiques. On se souvient également d'Aron pour son analyse incisive des dilemmes de la stratégie à l'ère nucléaire. Bien qu'il ne soit pas injuste, comme nous le verrons, de la classer dans l'école de pensée réaliste, il est également important d'apprécier certaines des principales différences entre son approche de l'étude des relations internationales et celle des penseurs réalistes nord-américains. En tant que juif français, ayant séjourné en Allemagne juste avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler dans les années 1980, il a été le premier à s'intéresser aux relations internationales. La réaction d'Aron à la montée du fascisme en Europe et du stalinisme en Union soviétique le distingue de la plupart des intellectuels français de l'après-guerre.
Malgré sa formation philosophique dans les théories abstraites de l'histoire contenues dans les œuvres de Marx et Hegel, son horreur de la pensée utopique et du totalitarisme sous toutes ses formes confère à ses écrits un air de pessimisme critique. Il refusait d'envisager la possibilité que la politique soit un jour une arène appropriée pour promouvoir des versions particulières de la bonne vie par la force aux dépens des autres. En 1970, il a écrit que la montée du national-socialisme est la révélation de la politique dans son essence dialogique ont incité l'auteur à argumenter contre lui-même. Cette essence dialogique a inspiré l'auteur une sorte de révolte contre l'enseignement que l'auteur avait reçu à l'université contre la spiritualité des philosophes, et contre la tendance de certains sociologues à méconnaître l'impact des régimes sous prétexte de s'intéresser aux réalités permanentes. Cette expérience incite Aron à s'engager en faveur du libéralisme et à admirer l'œuvre de Max Weber, plutôt que l'utopisme et le matérialisme historique de Marx, qui ont inspiré d'autres intellectuels européens, pareillement désenchantés par les théories évolutionnistes progressistes de l'histoire. Une approche prudente de la théorie et de la pratique de la politique repose sur la reconnaissance de valeurs politiques différentes et souvent incompatibles, et donc dans la disponibilité et la concurrence entre des interprétations idéologiques divergentes qui privilégient certaines au détriment d'autres. Des interprétations particulières pourraient être analysées de manière critique, en termes de cohérence interne, ainsi que de compatibilité avec les structures sociales et politiques existantes. Mais il serait utopique de croire à l'utilisation de la raison pour transcender une telle compétition. D'autre part, si Clausewitz a été d'une aide limitée dans la réflexion sur les conditions dans lesquelles la guerre nucléaire pourra être menée et gagnée, plus il y avait de stabilité dans la dissuasion entre les États-Unis et l'Union soviétique. En dépit de la course aux armements entre les superpuissances elles-mêmes pourraient être tentées d'utiliser des armes conventionnelles dans leur guerre par procuration, à moins que cela ne suscite des craintes d'escalade. Et les conflits régionaux se poursuivraient dans l'ombre de l'impasse nucléaire entre les deux grandes puissances. Aron conclut que la guerre froide était à la fois sans précédent et, dans le contexte des différences idéologiques entre deux superpuissances dotées d'armes nucléaires, inévitable. Malgré, ou plutôt à cause, des dangers sans précédent de l'ère nucléaire, combinés à l'incertitude qui a toujours caractérisé les relations internationales, Aron croyait fermement à la prudence, comme éthique la plus appropriée de l'art de gouverner. Il entendait par là la nécessité de substituer une éthique des conséquences à celle de la conviction. Être prudent, c'est agir en fonction de la situation particulière et des données concrètes, et non pas en accord avec un système ou par obéissance passive à une norme. C'est préférer la limitation de la violence à la punition du présumé coupable ou à une justice dite dissolue. Je rectifie, une justice dite absolue. C'est établir des objectifs concrets et accessibles et non des objectifs illimités et peut-être dénués de sens, tels que un monde sûr pour la démocratie ou un monde où la politique de puissance a disparu. En résumé, il faut se souvenir de Raymond Aron pour son réalisme sobre et son pluralisme libéral en tant qu'étudiant en relations internationales et en tant que critique des excès de la guerre froide. En outre, il nous a alertés sans remords sur les limites que nous pouvons attendre de la théorie et sur la nécessité de fonder nos généralisations sur une profonde familiarité avec les contingences de l'histoire, et d'éviter de tomber dans un cynisme permanent ou d'entretenir des espoirs utopiques de transcendance des relations internationales. Prochain chapitre. Edward Hallett Carr. Carr est surtout connu pour son livre The 20 Years Crisis, qui combine une critique acerbe de la diplomatie occidentale
entre les deux guerres mondiales avec un cadre d'analyse influent. L'ouvrage de Carr a contribué à établir les termes dans lesquels la théorie internationale a été discutée au XXe siècle, à savoir un débat permanent entre les réalistes et les idéalistes ou utopistes. Carr n'est pas à l'origine de ce débat et ne s'y est pas non plus clairement positionné. Ce qu'il a fait, c'est montrer comment deux conceptions opposées du progrès historique se sont manifestées dans la pensée et la pratique internationale. En outre, la facilité avec laquelle il a combiné la réflexion philosophique, l'analyse historique et le commentaire de l'actualité a fait de ce livre l'un des classiques de ce domaine. Né en 1892, Carr est diplômé de l'université de Cambridge avec un diplôme de première classe en lettres classiques lorsque la Première Guerre mondiale interrompt ses études. Il rejoint le Foreign Office et assiste à la conférence de paix de Paris à la fin de la Grande Guerre. Il retourne dans le monde universitaire en 1936 lorsqu'il est nommé professeur Wilson de politique internationale à l'université de Wales d'Aberystwyth. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il devient rédacteur en chef adjoint du journal The Time à Londres. Il retourne à Cambridge en 1953, où il reste pour se concentrer sur ses recherches sur l'histoire de l'Union soviétique. Bien que ses recherches sur l'Union soviétique aient abouti à la publication de 14 livres sur le sujet. Carr sera toujours mieux connu pour sa contribution à la montée du réalisme dans l'étude des relations internationales basée sur la crise de 20 ans. Dans ce livre, publié pour la première fois en 1939, la deuxième édition est parue en 1946, Carr se livre à une critique soutenue de la pensée utopique qui, selon lui, a dominé la pensée intellectuelle occidentale et la pratique diplomatique dans l'entre-deux-guerres. Il suggère que toutes les sciences humaines, en particulier lorsqu'elles sont jeunes, ont tendance à être quelque peu prescriptives, subordonnant l'analyse des faits au désir de réformer le monde. L'étude des relations internationales, affirme-t-il, a été trop influencée par un ensemble d'idées qui étaient elles-mêmes le produit d'un équilibre particulier des pouvoirs dans lequel la Grande-Bretagne jouissait d'un rôle dominant. Ainsi, elle s'est engagée dans des efforts visant à instaurer la paix internationale sur la base de normes et de principes qui étaient en fait limités à l'expérience historique de la politique intérieure et de l'économie en Grande-Bretagne. Et ils ne pouvaient pas être appliqués au niveau international dans un monde divisé entre des États ayant des degrés très différents de pouvoir et d'engagement envers le statu quo international. La croyance en l'harmonie naturelle des intérêts dérivés de l'économie du laisser-faire du XIXe siècle et la sécurité collective étaient les plus importantes. En particulier, cette dernière traitait la guerre comme la conséquence d'une agression transfrontalière. Pour une analyse approfondie, du point de vue de Carr sur le progrès historique, les étudiants ne doivent pas chercher plus loin que son texte What is History, traduit par Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? Qui non seulement révèle le point de vue de Carr, mais reste un ouvrage classique sur la lecture et l'écriture de l'histoire. Entre autres questions, Carr examine la notion de progrès dans l'histoire et l'historiographie depuis le siècle des Lumières. Il note que ce qui a commencé comme une sécularisation de la théologie chrétienne a dû être continuellement modifié par des historiens ultérieurs et finalement par Carr lui-même. Afin de ne pas succomber au mysticisme et au cynisme, mais de conserver une vision constructive du passé. Dans ce livre, Carr tente de faire la médiation entre une vision du progrès, comme une forme platonicienne éternelle se tenant hors de l'histoire, et un objectif historiquement déterminé, fixé dans l'avenir, non formé et susceptible d'être façonné par les attitudes du présent. La formation de Carr,
il faut le rappeler, s'est déroulée dans le flot de l'optimisme victorien, pour être ensuite réduite par les réalités plus pessimistes incarnées par les guerres mondiales. Le déclin de l'Angleterre en tant que puissance mondiale a fait de Carr un porte-parole de sa génération lorsqu'il a exprimé l'idée que le progrès historique ne pouvait être vrai au sens victorien. Pourtant, il pourrait être vrai dans un sens plus large et complexe. La propre notion de progrès historique de Carr s'incarne dans l'idée que l'homme est capable de profiter, entre parenthèses, non pas qu'il en profite nécessairement, par l'expérience de ses prédécesseurs, que le progrès dans l'histoire, contrairement à l'évolution dans la nature, repose sur la transmission de biens acquis. Selon Carr, le progrès n'est pas une ligne droite vers la perfection, mais il dépend de la capacité des gens à apprendre du passé et de la capacité de l'historien à transmettre ce passé à sa culture de manière utile à la lumière des problèmes contemporains. Les civilisations humaines peuvent s'élever, s'effondrer et stagner à mesure que les différents groupes de la société gagnent et perdent du pouvoir. Mais le progrès, au sens modifié de Carr, peut toujours persister. Cela s'explique par le fait que la mémoire collective des historiens s'enrichit au fur et à mesure que des événements différents se produisent. Cela leur permet d'entrevoir avec plus de précision la direction toujours changeante que prend l'histoire, et même de modifier cette direction dans un sens plus favorable. Nous pouvons encore débattre des mérites des modestes tentatives de Carr pour orienter le cours de l'histoire internationale. Mais il ne fait aucun doute que parmi les 50 grands penseurs présentés dans ce livre, Carr reste parmi l'un des plus grands. Prochain chapitre. Robert Gilpin. Robert Gilpin est professeur de politique et d'affaires internationales à la Woodrow Wilson School de l'université de Princeton. Il a été membre du Congrès et vice-président de l'Association américaine de sciences politiques. Et il est surtout connu pour ses travaux en économie politique internationale. En réponse à ceux qui affirment que le réalisme est trop préoccupé par la politique de sécurité militaire et tend à ignorer les forces économiques, Gilpin tente de réintégrer l'étude de la politique internationale qui s'intéresse au rôle du pouvoir dans le façonnement des relations entre les États aux forces économiques internationales. En outre, il est l'un des rares réalistes à s'intéresser au changement, notamment en essayant d'expliquer la montée et le déclin des États dans le temps. Il s'agit d'un domaine de croissance dans l'étude des relations internationales au cours des 2 dernières décennies. Il a été inspiré à la fois par l'inquiétude suscitée par le déclin économique apparent des États-Unis dans les années 1970 et 1980 par rapport à l'Europe et au Japon, et par les arguments de nombreux libéraux selon lesquels la croissance de l'interdépendance économique entre les États affaiblissait leur pouvoir et atténuait la relation historique entre la force militaire et la capacité à soutenir les intérêts nationaux des États. L'œuvre de Gilpin révèle une préoccupation constante pour le rôle du pouvoir et la gestion du pouvoir par l'État. Sa première publication importante était une étude des tensions entre les scientifiques nucléaires américains et le gouvernement américain sur les politiques d'armement nucléaire dans les années 1950. Mais ses travaux les plus importants sont apparus au milieu des années 1970 et dans les années 1980 dans le domaine de l'économie politique internationale. Contrairement à ceux qui soutenaient que la croissance de l'interdépendance économique minait l'État et réduisait la pertinence de la puissance militaire coercitive pour déterminer l'influence économique dans les affaires mondiales. Gilpin a soutenu qu'un ordre commercial international libéral dépendait des facteurs mêmes qu'il était censé miner, à savoir la présence d'un État puissant pour fournir ce que l'on appelle aujourd'hui des biens publics internationaux. Le modèle de changement systémique de Gilpin est passé et basé sur un certain nombre d'hypothèses sur les États qui tirent de la théorie microéconomique du choix rationnel. Il s'en sert pour postuler une théorie cyclique du changement dans le système international. Elle se compose de 5 propositions clés. La première, un système international est stable.
entre parenthèses, en état d'équilibre. Si aucun État ne pense qu'il est rentable de changer le système. Deuxièmement, un État tentera de changer le système international si les bénéfices attendus dépassent les coûts attendus. Troisièmement, un État cherchera à changer le système international par une expansion territoriale, politique et économique jusqu'à ce que les coûts marginaux d'un changement supplémentaire soient égaux ou supérieurs aux bénéfices attendus. Quatrième, une fois que l'équilibre entre les coûts et les avantages de nouveaux changements et de l'expansion est atteint, les coûts économiques du maintien du statu quo ont tendance à augmenter plus rapidement que la capacité économique à maintenir le statu quo. Et finalement, cinquièmement, si le déséquilibre du système international n'est pas résolu, alors le système sera modifié et un nouvel équilibre reflétant la redistribution du pouvoir sera établi. Comme le souligne Richardson, si les États-Unis sont dans la phase de déclin du cycle, alors la théorie de Gipling peut suggérer certaines des raisons pour lesquelles. Je rectifie, et peut suggérer des options et des contraintes. Mais est-ce le cas? Comment savons-nous qu'ils ne sont pas, comme la Chine impériale ou la Grande-Bretagne ou la France du XVIIIe siècle, capables de rajeunir? La théorie de Gilpin n'est pas assez rigoureuse pour spécifier des critères qui permettraient de résoudre la question. Il part du principe que le modèle de l'hégémon sur le déclin s'applique aux États-Unis, mais ne précise pas, au-delà d'une comparaison avec leur position dans l'immédiat après-guerre, le raisonnement qui sous-entend cette hypothèse. On pourrait fort bien soutenir qu'au cours de la dernière décennie du XXe siècle, l'unipolarité a remplacé la bipolarité dans les relations internationales, et que la croissance économique des États-Unis au cours des dernières années, combinée au déclin relatif du Japon et d'autres pays nouvellement industrialisés, dans la région Asie-Pacifique, rend obsolète la plupart des préoccupations relatives au déclin américain. La question est difficile à résoudre en l'absence de critères convenus pour mesurer la puissance dans le système international contemporain ou pour sélectionner des échelles de temps pertinentes. On pourrait également soutenir que la Chine et l'hégémon émergent le plus important à la fin du XXe siècle plutôt que le Japon. D'autres ont attiré l'attention sur la manière dont la théorie de Gilpin est informée moins par sa validité empirique que par ses hypothèses et jugements de valeur sous-jacents, ancrés dans une vision très pessimiste du monde. Comme il l'a dit lui-même, c'est la jungle là-dehors. La vision du monde de Gilpin reste centrée sur l'État, et il n'est pas convaincu que les schémas historiques des relations entre États, dans un monde anarchique, vont changer pour un avenir proche. Certains critiques ont suggéré que le travail théorique de Gilpin est basé sur une hypothèse fondamentale selon laquelle les États-Unis sont un hégémon bénin. Et il est tout à fait possible de considérer la dissuasion nucléaire comme un mal public plutôt que comme un bien. Malgré sa tentative de synthétiser le réalisme et l'utilitarisme microéconomique, beaucoup restent sceptiques quant à savoir si cela constitue une base adéquate pour justifier son pessimisme sous-jacent quant à la possibilité d'une réforme progressive du système international. Chapitre suivant. John Hertz. Comme dans le cas de l'œuvre de Susan Strange, les écrits de John Hertz ne peuvent pas être placés sans réserve dans une école de pensée réaliste. Dans son premier livre, il décrit sa propre position comme un libéralisme réaliste, un terme qui résume le travail de quelqu'un qui reconnaît toutes les contraintes empiriques identifiées par les réalistes plus traditionnels, mais qui affirme également la nécessité de transcender ces contraintes dans la recherche d'un ordre mondial plus humain et plus juste. Dans son travail sur l'État territorial dans les années 1950, Hertz pensait que sa transcendance était imminente, facilitée par l'échec apparent de l'État à remplir son objectif principal à l'ère nucléaire
c'est-à-dire défendre ses citoyens. À la fin des années 1960, il a reconnu qu'il était peu probable que l'État disparaisse, malgré l'arrivée des armes nucléaires, et ses écrits ont pris une dimension plus normative, faisant appel à la nécessité d'une vision plus éclairée de l'intérêt personnel en politique étrangère. En 1981, il écrit que nous vivons à une époque où les menaces qui pèsent sur notre survie à tous, superarmement nucléaire, population dépassant les réserves alimentaires et les ressources énergétiques, destruction de l'habitat de l'homme, concernent toutes les nations et tous les peuples. La dépendance à l'égard des drogues doit donc influencer l'élaboration de la politique étrangère autant que la vision de la sécurité. Ce changement d'orientation s'est accompagné d'une préoccupation soutenue pour ce que l'on pourrait appeler une critique immanente de la manière dont la politique étrangère est souvent encadrée par ce que Hertz considère comme des images inappropriées du monde. Il nous exhorte, en tant qu'observateurs et participants aux relations internationales, à faire la distinction entre la partie de la réalité, qui est fixe et immuable, et celle qui découle des structures perceptuelles et conceptuelles que nous attribuons au monde. Au cours de sa longue carrière, Hertz a toujours essayé de le faire et d'évaluer les perceptions dominantes à la lumière de ce qu'il a appelé un jour l'internationalisme doux. Dans un court essai rédigé pour l'Encyclopédie internationale des sciences sociales en 1968, il fait la distinction entre une idéologie légèrement internationaliste et des formes plus radicales d'internationalisme. La première, qui est à la fois pratique et souhaitable, vise un monde dans lequel les États restent les acteurs politiques les plus importants. Ils sont démocratiques et autodéterminés. Et les conflits sont réglés par la médiation, l'arbitrage et l'application du droit international dans un contexte d'interdépendance et de coopération croissante. L'objectif de l'internationalisme radical est de remplacer le système actuel d'État souverain par une sorte de gouvernement mondial. Au cours des années 1980, Hertz est de plus en plus désabusé par la politique étrangère américaine. La détente sur laquelle il avait placé tant d'espoir s'est effondrée et a été remplacée par ce que Fred Halliday a appelé la Deuxième Guerre froide. La reprise de la course aux armements nucléaires, l'intervention des superpuissances en Afghanistan et en Amérique centrale, et leur incapacité à s'attaquer aux problèmes écologiques et démographiques ont contribué à conférer un romantisme désespéré et angoissé à ses écrits. Hertz ne pense pas que la fin de la guerre froide justifie une certaine complaisance dans l'analyse des relations internationales. La guerre froide a pris fin parce qu'une superpuissance ne pouvait plus soutenir sa concurrence avec l'Occident sur le plan idéologique ou économique. Elle n'a pas pris fin parce que des décideurs politiques ont décidé de faire passer l'intérêt humain avant l'intérêt national. Bien que la crainte d'une guerre nucléaire entre les grandes puissances ait diminué, elle a été remplacée par de nouvelles craintes de prolifération nucléaire, et l'héritage des anciennes images perdure. Par exemple, les États-Unis continuent d'évoquer l'héritage de l'apaisement pour justifier leur politique envers l'Irak. Et rien n'indique que ce que Hertz appelle une éthique de survie ait remplacé ce qu'il dénonce comme une éthique régionale de clocher dans les relations internationales. Depuis qu'il a pris sa retraite, Hertz s'est consacré à ce qu'il appelle la recherche sur la survie, qui se préoccupe moins d'analyse descriptive et explicative des relations internationales contemporaines que de nous inciter à abandonner les images des relations internationales qui rendent possible l'esprit de clocher. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.